C'était une semaine où j'étais fatigué, donc j'ai quand même un peu poussé, j'ai tiré sur la corde, et d'un coup, j'ai entendu un acouphène très fort qui s'est déclenché dans toute ma tête. Sirène d'alarme de police, quoi. Quand tu sais que l'oreille, c'est ce que le cerveau utilise pour détecter les dangers. Oui, Tout à fait. Donc quand t'as un son dans ta tête qui fait sonnette d'alarme, et qu'on te dit mais focalisez pas dessus, il y a un truc qui est dissonant. il y a quelques semaines, on a reçu Loman, qui est venu à cause d'un problème qui s'appelle l'hyperacousie, qui le rend hypersensible au bruit, au son, etc. Et pour débattre de toutes ces problématiques-là, on a décidé d'accueillir Sarah Minsky, qui est responsable du domaine accompagnement des parcours professionnels au sein du groupe de protection sociale des intermittents qui s'appelle Audience. Et elle est aussi en charge du pilotage de la mission handicap, du spectacle vivant et enregistré. Bonjour Sarah. Bonjour à tous et Bonjour. à toutes. Coucou. Et à ses côtés, nous avons Olivier Brispierre, qui est DJ et maintenant booker chez Netic Productions. Alors, il y a un lien, un DJ Netic, je crois que c'était. Il y a un lien. Et donc, chez Netic Productions, tu collabores notamment avec DJ Dynasty, qui a largement contribué à l'émergence de NTM à la fin des années 80. Bonjour Olivier. Bonjour à vous et merci pour l'accueil. Ravi d'être là avec vous. Bah oui, de même. Et du coup, tu vis, toi, avec des acouphènes et une hyperacousie depuis bientôt 4 ans. Et après avoir tout tenté dans l'espoir d'une éventuelle rémission, tu as fini par changer de métier. Mais avant de nous parler de ce nouveau métier, est-ce que tu peux nous décrire en tout cas tes symptômes et nous expliquer peut-être comment c'est arrivé ? Ok, alors ça fait un peu plus de 4 ans. Ok. Pour être précis, alors je vais commencer par comment c'est arrivé. J'étais en train de travailler la musique chez moi, parce que j'étais DJ, je faisais aussi de la production, donc de la MAO pour ceux qui connaissent, donc derrière mon ordinateur, au casque, le soir beaucoup parce que voisin. Et c'était lors d'une semaine où je travaillais beaucoup. Bon, j'étais quelqu'un qui, comme beaucoup d'artistes, qui était assez intense dans les sessions de travail. Et c'est arrivé lors d'une semaine où je travaillais vraiment plus de 8 heures par jour, sans faire assez de pause. Le casque, les compressions des caisses claires et tout, pour ceux qui comprendront en MAO. Je faisais du sound design et tout ça. Et c'était une semaine où j'étais fatigué. Donc j'ai quand même un peu poussé, j'ai tiré sur la corde. Et bah écoute, c'est arrivé un soir, j'ai coupé mon ordi, devait être 23h, quelque chose comme ça. J'avais les oreilles qui me... sensation de coton, je sentais que j'avais tiré quand même, parce qu'en plus j'étais au casque, fermé, donc c'est plus intensif. Mais ça s'est pas déclenché tout de suite. Donc ça a pris 1 heure, je me suis mis dans mon lit, je me rappelle avoir mis un truc, je regardais un truc sur YouTube, et d'un coup, j'ai entendu un acouphène très fort qui s'est déclenché dans toute ma tête, quoi. Je l'ai senti pas. Comme un bip. Un vrai bip, 3000 Hz, 3 kHz, donc sirène d'alarme de police, quoi. Et donc très fort. Bon, j'avais déjà expérimenté des petits acouphènes en 2006, donc je savais un petit peu ce que c'était. J'ai quand même senti que là, c'était fort. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et je me suis dit, bon, respire, essaye de dormir, on verra demain matin si c'est encore là. C'était encore là. Et là, j'ai fait SOS médecin et compagnie, j'ai fait toutes les démarches. Et malheureusement pour moi, on va dire après, ça s'est aggravé pendant 3 mois durant. Donc là, j'aurais énormément à raconter parce que j'ai vécu des symptômes que je pensais moi-même assez improbables. Ok. Voilà. Donc j'ai vraiment les oreilles qui ont déconné fort. Mais j'ai entendu dire aussi que tu t'avais perdu de l'audition. Alors oui, dans mon cas, c'est clairement lié au... alors pas trauma du coup, mais à la perte auditive. D'accord. Ok. Et quand j'ai consulté, on m'a dit, bon, là t'as certainement mis le coup de trop. Ouais. Mais en fait, c'est une usure de long terme. D'accord. Il faut dire que moi, j'avais commencé ma carrière de DJ en 95. Ok. Voilà, là on est en 2020. Ouais. Donc, j'avais 25 ans de carrière, de soirées tous les week-ends, de retours forts, de casques, de production. Donc mes oreilles, je les ai abîmées, quoi, comme un instrument de travail. Et ils m'ont dit, bah, vous avez certainement eu le choc en trop, parce qu'ils m'ont dit, à mon avis, les pertes que vous avez, il y a possiblement 90% qui étaient déjà là. Et tu sais combien t'as perdu ? Oui, précisément. Ouais. Mais en fait, souvent avec les chocs auditifs, alors comparé à une courbe de fréquence d'une surdité de vieillesse ou d'autres maladies, où ça fait vraiment une pente comme ça, t'as les aigus qui disparaissent en premier. Souvent, les traumas sonores, ça crée des petits trous. Des trous. Donc moi, j'ai plein de trous à des endroits différents. J'ai moins 40 dB à 3 kHz. J'ai moins 30 dans les 5-6 kilos. Et à partir de 12-13 kilos, j'ai plus rien. Et du coup, tu t'en es rendu compte quand tu étais chez toi ?
donc, ou en studio, enfin en train de travailler ta musique. Mon studio était chez moi. Voilà, donc dans ton home studio. Et Absolument. Loman, c'était en résidence. Ouais. Donc c'était pas sur scène, dans des conditions de live. Et qu'est-ce que ça dit finalement de cette pathologie Peut-être que ça se déclare comme ça dans un environnement de travail, en fait, et pas forcément au contact de la scène. Alors, ce que ça dit, je pense que c'est surtout, en tout cas dans notre cas, Loman et moi, c'est lié au son. Parce que les acouphènes et l'hyperacousie sont pas toujours liés à des traumas auditifs. Et ce que ça dit, ça veut dire que ça peut se déclencher de différentes manières. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont eu un Larsen, donc un feedback ou une caisse claire, le retour mal réglé, et tout de suite, Moi, ça m'est arrivé. Et là, c'est terminé, tu vois. Ou ça passe, mais en tout cas, le corps réagit direct. Moi, ça a mis 1 heure. Mais par contre, c'était une réaction à 1 semaine de taf intensif et qui faisait aussi réaction à une carrière de 25 ans. Il y avait de l'usure, tu vois. Bien sûr. Donc pour moi, ce que ça dit, c'est ça. C'est que c'est lié, en tout cas pour ce qui est des traumas sonores, quand c'est lié au son, ça se manifeste de différentes manières. Et ça peut arriver de plein de manières différentes. On l'a vu avec Loman. Lui, son problème, c'est plus l'hyperacousie qui lui déclenche des acouphènes, comme c'est le cas dans 80% des cas, il me semble. Toi, c'est le contraire. Moi, c'est les acouphènes que j'ai eu en premier, et après, l'hyperacousie qui est arrivée. Et toi, Thérèse, du coup, quelle est ton expérience En fait, effectivement, tu vois, tu parles de trous. Et moi, je sais que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Parce que je sentais que quand j'écoutais des mix, j'entendais un peu moins bien à gauche, mais pas toutes les fréquences. Ok. Et j'ai été checker il n'y a pas très longtemps, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu 5 dB dans les hauts médiums. Okay. Et en fait, je suis absolument certaine que c'est dû à un POC que j'ai eu dans mes ears il y a quelques années maintenant. Et voilà, j'ai juste un trou. Et le reste, toute l'audition est ok et super, et sauf là. Et est-ce que tu as fait un test précis avec beaucoup de fréquences? Non, mais ça, je vais le faire. Tu as fait le test de base avec 8 fréquences? Non, j'ai fait le test de base, et justement, j'aimerais bien, suite à la discussion qu'on avait eue en off, je me suis dit, il faut absolument que j'aille le faire parce que c'est intéressant, quoi. Pour les gens qui sont dans la musique, il faut savoir qu'il y a 20 000 fréquences. Ouais. Quand on fait un test médecine du travail ou un test classique, ce qui est normal, ils vont pas tester les fréquences de tout le monde. Mais si on a un problème auditif, moi je ne peux que recommander, bon après c'est aller dans le privé, pas dans le public, mais de se faire tester à plusieurs fréquences. Carrément. Parce que 8 sur 20 000, alors je vais pas te faire flipper, mais on sait pas si t'as un creux ailleurs en fait. Bien sûr. Bien sûr. Mais justement, moi je me souviens d'avoir enchaîné direct avec le concert, et je m'en suis pas préoccupée. Le lendemain, j'ai eu un tout petit peu mal, du coup je me suis dit bon, ça va passer. Et Loman, il nous a expliqué que pendant sa résidence, en fait, il avait pas levé le pied. Il s'est dit vas-y, je vais continuer parce que il était engagé dedans, il s'estimait chanceux d'avoir déjà des fonds pour faire une résidence, etc. Et voilà, et c'était pas hyper raisonnable. Est-ce que toi, comment t'as réagi, et qu'est-ce que t'expliques que nous, en tant qu'artistes, on continue à le faire? Alors, j'ai eu la même réaction que toi quand j'ai écouté Loman. Et je me suis dit, il est courageux. Et en même temps, je peux comprendre les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Il avait une prod qui investissait. Et puis certainement, première expérience avec un problème auditif. Donc il s'est dit, peut-être ça va passer, je vais voir. Je sais pas, il a peut-être relativisé. Personnellement, parce que je peux parler que de mon expérience personnelle, on est vraiment tous différents face à ça. Moi, ça m'a tellement agressé. C'était une intrusion tellement forte que la musique était le dernier de mes soucis, en fait. Et faut mettre aussi en perspective, j'avais quasiment 40 ans, j'avais commencé à 13, j'ai une carrière derrière moi, j'étais pas en début de carrière, ni même en milieu. Bon, ma carrière n'était pas destinée à s'arrêter, mais je pense que moi, mon premier souci, c'était ma santé. Et d'ailleurs, pendant des semaines et des mois, ça m'énervait parce que les gens me disaient en plus, t'es musicien et tout. Alors, certainement que c'était inconscient, que ça devait jouer inconsciemment. Mon cerveau, il devait se travailler en disant en fait, mec, ta carrière de DJ, tu vas devoir tirer un trait dessus, tu vois. Mais si tu veux, les symptômes étaient tellement dérangeants et forts, moi, j'aurais troqué ma carrière de DJ pour n'importe quoi, bien sûr. en échange de mes oreilles. Et en même temps, dans certaines situations, je suppose que c'est difficile aussi de mettre des mots dessus ou d'en parler publiquement, ouvertement, de dire là, je me suis pris un choc, j'aimerais qu'on fasse une pause. Enfin, je suppose que c'est pas toujours évident, et peut-être que du coup, ça crée aussi de la culpabilité. Ça peut créer plein de genres de choses. Moi, j'ai été beaucoup en contact la première année après mon accident, j'appelle ça un accident, ou mon trauma auditif. Enfin, une fois que je suis arrivé dans cette sauce, j'ai vraiment passé 1 an à discuter avec des gens qui souffraient de la même chose,
à être sur des forums et tout, on est vraiment tous différents. Perso, je me suis enfermé. Pendant 1 an, je me suis enfermé. Donc, je sais même pas. Tu t'es coupé du bruit et du son. C'était trop. Puis j'ai fait un burn-out / dépression, sache ce que tu veux. Hein. Ouais. C'était trop. Ça a été trop. Ouais, donc moi, ça n'a pas mis longtemps à basculer dans le dark, tu vois. Ouais, parce que mes symptômes étaient forts. Mais on a aussi abordé cette question avec Loman, en fait, cet impact psychologique. Lui, il est suivi par un psy. Et il y a aussi une tendance, quand on a ces mots-là, de se retirer donc socialement. Et finalement, lui, il s'est longtemps empêché d'aller voir les concerts des autres, privilégier ses concerts à lui. Donc forcément, ça veut dire non à des soirées entre potes ou entre gens de la musique. Et est-ce que toi, du coup, tu l'as vécu vraiment comme ça, c'est-à-dire une désociabilisation complète et entière? Moi, ta première partie de phrase, c'est ce que je fais maintenant. Ok. Maintenant que je suis booker, moi, je sais, j'ai une hyperacousie qui est latente, qui peut des fois s'augmenter. Je connais comment ça fonctionne, pour moi. Et en fait, j'économise mon capital d'exposition au son pour les artistes avec qui je travaille. Donc c'est clair que moi, dans ma vie de tous les jours, même des fois des soirées où il y a des restos, je sais que ça va être bruyant et tout, j'y vais pas. Après, personnellement, aujourd'hui, je le vis pas mal. D'accord. Ouais. Je gère ma pathologie, je gère mon truc, je sais que je l'ai accepté et j'arrive à faire avec. Maintenant, au début, oui, c'est vrai que je me suis complètement coupé. Mais il y a plusieurs raisons à ça. C'est parce que on a l'hyperacousie, donc on sait que le bruit est un danger. À la fois, les spécialistes nous disent trop rester dans le silence va aggraver l'hyperacousie. Ce qui est vrai. Donc du coup, tu es dans un truc entre les deux, en fait. Et tu peux écouter tous les conseils. D'ailleurs, les conseils sont souvent contradictoires entre différents spécialistes. Donc à un moment donné, tu dois t'en remettre un peu à toi. Tu as écouté ce qu'on t'a dit. Tu sais que trop de bruit, bien évidemment, c'est logique. Tu risques de te réabîmer ou ça va empirer ton hyperacousie. Et tu sais que le silence, c'est mort. Ça empire tout. Moi, je l'ai vécu des fois pendant 2 jours. Silence total, à me prendre mes acouphènes en pleine tête, à encaisser le truc. Après, je supportais plus un bruit comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'hyperacousie, le seuil de tolérance au bruit, est descendu à 20 décibels, ça me faisait mal, quoi. Donc vraiment, moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens et tout, il y a de tout. Je connais des gens, ça fait 10 ans, ils sont enfermés chez eux avec des casques anti-bruit sur la tête. C'est-à-dire qu'on est dans une symptôme, pathologie, appelons ça comme on veut. On est dans un truc où il y a vraiment des seuils différents. Et puis aussi, les gens qui réagissent différemment. Oui, et puis il y a du trauma qui s'ajoute au trauma. Ce que tu disais tout à l'heure sur ce côté où percevoir le bruit et le son comme dangereux pour un artiste et pour un musicien, ça doit être horrible. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Thérèse, comment tu l'appréhendes. À chaque fois que je vous entends, j'ai un peu une boule au ventre. T'as toujours peur que ça arrive, quoi. Et ce que j'entends à travers ton histoire et celle de Loman, c'est cette espèce d'isolement. Et j'ai l'impression que parfois, c'est aussi augmenté par l'incompréhension et presque par une forme d'errance médicale. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu. Totalement. Et quand j'ai commencé à... Parce que je suis vite parti sur des forums et tout, il y avait des gens qui vivaient la même chose pour justement trouver de la compréhension. Ce que tu viens de citer. Parce que c'est invisible. Et on peut pas leur en vouloir, mais les gens comprennent pas. Tu dis à ton frère, écoute, là, j'entends un oui, ici j'ai zzz, et puis là, ça me fait mal là. Tiens, t'es un mauvais, et j'en rigole, mais moi aussi, j'en rigole, parce que c'est normal. Mais ils voient pas. Ils te voient, t'as l'air d'aller bien. Même aujourd'hui encore, on me dit, alors c'est bon, mais non, en fait, les gars, je vis avec des acouphènes H24. Sauf que j'en parle pas, parce que en parler, c'est aussi refocaliser. Donc, en commençant à discuter avec d'autres gens, tout le monde m'a dit, écoute, bienvenue. C'était sur un forum avec des gens qui ont tout ça. Ils m'ont dit, bon, t'es dans un cas sévère, donc voilà ce que c'est. Et l'errance médicale, ce que t'as vécu, on l'a tous vécu. Je parle d'un forum, on est des milliers. Hallucinant quand même. Et donc tu commences à aller lire dans les rapports d'expérience, tu vois. Tout le monde raconte son histoire. Mais on vit tous la même chose. En tout cas, les gens qui ont des symptômes assez forts pour les mettre par terre, comme moi, ça a été mon cas, on a tous vécu la même chose. Des orelles qui te disent mais c'est bon, sortez. Le lendemain tu vas avoir un autre, protégez-vous à tout prix. Donc t'es dans une errance parce que eux-mêmes n'ont pas les solutions scientifiques, tu vois. Même si aujourd'hui on sait ce que c'est scientifiquement. Et pendant longtemps, on a cru que c'était psychologique. Dans ta tête. Oui, c'est dans la tête. Alors, en effet, c'est dans ta tête. Oui, effectivement. Mais c'est physiologique. Et en plus, ce qui est un peu retors, c'est que finalement, pour soigner aussi ces pathologies-là, donc acouphènes, hyperacousie, non seulement il faut traiter l'oreille, mais aussi rééduquer son cerveau à la perception du bruit.
Alors du coup, c'est un cercle vicieux. Exactement, ouais. Et surtout quand tu sais que l'oreille, c'est ce que le cerveau utilise pour détecter les dangers. Oui, tout à fait. Donc quand t'as un son dans ta tête qui fait sonnette d'alarme et qu'on te dit mais focalisez pas dessus, il y a un truc qui est dissonant en fait. Comment dire ? Ton cerveau il est forcément en alerte tout le temps avec ce bruit qui lui évoque un danger permanent. Bien sûr. Donc tu tombes vite dans un truc. Donc ouais, l'errance médicale, malheureusement, j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui souffrait des symptômes hyperacousie, acouphène, qui n'a pas connu l'errance médicale. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai dû voir au moins 7 ou 8 spécialistes différents. J'ai tout essayé pendant un an. Ouais. Psy, hypnose, les kinés, les trucs. J'ai vu 4 ou 5 ORL différents. J'ai tout essayé. Ouais. C'est marrant, j'en ai parlé ce midi avec un de mes meilleurs potes. Ouais. Mais lui, il est pas musicien, donc il n'avait pas forcément non plus d'organisme autour de lui. Okay. Enfin, toi, il y a un moment donné, il me semble que tu as du coup rencontré Sarah via Audience. et voilà, qu'est-ce qui s'est... J'ai vu la lumière avec Sarah. La lumière. Ouais. Je suis assez, curieuse de savoir du coup... ce que toi, Sarah, chez Audience, qu'est-ce que vous proposez, quelles actions vous menez, quels liens vous avez avec des artistes sur ces sujets-là? Oui, et puis peut-être, Olivier, tu pourras dire aussi comment tu t'es rapproché d'Audience, ou est-ce que c'est toi, Sarah, qui... Alors ça, qui a provoqué la rencontre. Sarah, il faut que tu me le rappelles parce que ouais, j'étais dans une période qui est quand même... Oui, mes souvenirs sont confus. Je me souviens que c'était en plus entre plusieurs confinements, le Covid, etc. Juste après le Covid. Là, je ne sais plus comment tu avais eu mon contact, mais je sais qu'au début, c'était un contact téléphonique, parce qu'on ne pouvait pas, à cause du Covid, tout était un peu à l'arrêt. Et oui, je me souviens que tu m'avais indiqué que tu avais des problématiques de santé, des acouphènes, et que tu étais un peu perdu par rapport à tout ça. Et tu m'avais parlé, en effet, de toute cette errance médicale, ce qu'on constate beaucoup. Alors nous, à Audience, on pilote la mission handicap du spectacle vivant enregistré. Et dans ce cadre-là, en fait, on accompagne les artistes, les techniciens qui, du fait de problématiques de santé, ont du mal à conserver leur activité, leur métier et ont besoin d'un accompagnement. Donc, on dresse un petit peu toutes les possibilités en termes de conseils, d'accompagnement. Et concrètement, on accompagne sur les démarches. Donc, Olivier, si tu veux en parler, mais notamment, il existe le statut de travailleur handicapé, justement, quand les problématiques de santé deviennent telles qu'on a vraiment besoin d'un soutien, au moins administratif, qui permet ensuite d'avoir des aides, peut-être qu'on parlera ensuite des appareillages auditifs, etc., qui permet aussi d'avoir éventuellement accès à des financements de formation, quand du fait des problèmes de santé, on ne peut plus continuer son métier, on a besoin de se reconvertir. Et voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés. Absolument, c'est bon, maintenant je m'en rappelle. Et heureusement que Sarah et Audience étaient là, vraiment. Parce qu'en fait, alors, comme tu dis, moi je pense que je devais être sur Internet, chercher des trucs, peut-être des aides. En fait, j'étais dans la démarche, notamment, de m'équiper d'aides auditives, donc d'appareillage, pour traiter l'hyperacousie, voir si les acouphènes et tout. Bon, faut savoir, le prix que ça coûte, c'est pas donné à tout le monde. On peut donner un ordre de grandeur, 4 000 euros. Ah, la vache. Voilà. Si tu veux un truc vraiment bien, c'est 4 000 euros. Voilà, en tout cas à l'époque. J'ai pas suivi l'évolution des tarifs. Avec l'inflation. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr que ça ait baissé du coup. Mais voilà, les choses qui peuvent vraiment bien régler. Moi, j'avais pris un rendez-vous avec une audioprothésiste. Elle m'a dit voilà, il faut régler avec vos acouphènes. On va augmenter. Vous allez plus s'entendre là. Ça va masquer les acouphènes. Vous aurez les bruits blancs pour l'hyperacousie, tout ça. Bon, 3 800, 3 900 euros. Et donc, étant intermittent, j'étais tombé sur... Je crois que je regardais pour les mutuelles, en fait. Ah, c'est possible. C'est comme ça que je suis arrivé sur le truc. Je me suis dit, OK, ma mutuelle, moi, j'avais un truc de base. Je vais payer 3 000 de ma poche, tu vois, avec la part sécu et tout. Et donc, je regardais la mutuelle Audience. Et là, j'ai vu qu'il y avait, en effet... Et tu t'es rendu compte qu'Audience, que c'était pas juste une mutuelle. Et surtout qu'Audience, c'était pas juste la mutuelle ou le truc avec lequel t'es en lien pour les spectacles, tu vois. J'ai dit, mais attends, il y a plein de trucs. Et donc, j'ai dû passer un coup de téléphone. Voilà. Et Sarah m'a expliqué, elle m'a dit, attends, on peut t'aider sur plein de choses. La création du dossier MDPH. Et puis vraiment un soutien sur toutes les démarches administratives dans un premier temps. Et ce qu'elle a fait d'ailleurs, c'est toi qui as rempli mon dossier et tout. MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées. Et voilà. c'est au travers de la MDPH qu'on fait des demandes, notamment pour avoir le statut de travailleur handicapé, qui permet entre autres d'avoir des aides sur des prothèses auditives ou autres, en fait, pour avoir des aides pour compenser la situation de handicap. Très bien. Et ce qui est important aussi, alors nous, on accompagne majoritairement des intermittents qui méconnaissent un peu
leurs droits. Et même une fois informés, il y a quand même de grosses réticences à enclencher les démarches parce qu'on a peur ensuite d'en parler dans le cadre professionnel, d'être un peu blacklisté. Donc, on accompagne sur tout ça, sachant qu'il n'y a pas d'obligation à partir du moment où on nous contacte, forcément, de concrètement enclencher les choses. Il y a un temps d'information déjà, et ensuite, si la personne le souhaite, on va l'amener à cheminer aussi sur ses besoins et quand c'est possible, qu'est-ce qu'on met en place pour continuer l'activité, parce que alors, on accompagne tout type de pathologie, tout type de projet professionnel, et on se rend compte que, il y a aussi des ingé-sons, des musiciens qui ont des problèmes de santé, qui continuent quand même leur activité. Donc, dans la mesure du possible, c'est bien sûr en lien avec ce que souhaite la personne, mais on étudie déjà les possibilités pour continuer l'activité. Et quand c'est pas possible, on propose des accompagnements. Je pense que tu avais fait un accompagnement aussi. Oui. Pour t'accompagner dans ta reconversion professionnelle. Voilà. Tu as été à l'angle avec audience de ma reconversion. Wow, ok. Bien sûr. Ouais, dans un premier temps, c'était du coup le dossier MDPH pour avoir la reconnaissance travailleur handicapé, non pas reconnaissance d'adulte invalide à travailler, etc. Donc, ne serait-ce que d'avoir ça, ça leur permettait à eux de me débloquer des fonds pour pouvoir avoir les aides auditives. Tu me dis si je me trompe. C'est ça. Voilà, donc j'ai une RQTH, j'ai eu les aides auditives. Et après, on était resté en lien avec Sarah. De temps en temps, elle m'envoyait un email, elle me proposait des trucs, elle prenait des nouvelles aussi. C'est vrai. Et ce qui fait beaucoup de bien, j'ai envie de dire, quand on est dans cette errance médicale et qu'on se retrouve avec... D'avoir une écoute, enfin. Ouais, alors, je dis pas qu'il y a pas... J'ai pas rencontré des spécialistes qui étaient pas à l'écoute, il y en avait qui étaient très bien. Mais on se heurte à des contradictions permanentes dans les diagnostics, dans les trucs... et voilà, et d'avoir quelqu'un qui te dit on peut t'aider, t'es intermittent, t'as le droit à ci, t'as le droit à ça, clairement ça fait du bien quoi. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi nous identifié un réseau de partenaires qui connaissent ces sujets-là, qui connaissent les intermittents, et on essaie toujours de trouver des solutions qui restent en lien avec les conditions d'exercice des métiers des intermittents, etc., etc. Et je rebondissais sur ce que tu as dit au début par rapport à ce que disait aussi Loman sur un peu les conditions d'exercice des métiers qui font que on va pas forcément s'arrêter quand la problématique de santé arrive, on va pas forcément se mettre en arrêt maladie parce qu'on a peur de tout un tas de choses. Donc vraiment, faut pas hésiter, à partir du moment où il y a un problème de santé qui vous arrive, vous travaillez dans le secteur de la culture, à nous contacter et on regardera ensemble ce qui est le plus pertinent à mettre en place et pour essayer justement de pas dégrader la situation de santé, parce que nous, on constate, il y a c'est pas des régisseurs avec des gros problèmes de dos qui continuent à porter des charges, etc., etc. Et ça dégrade la situation de santé. Et ce qui est important de garder en tête, c'est pas parce qu'on va nous contacter, c'est pas aussi parce qu'on va contacter la médecine du travail que forcément on va arrêter son métier. Au contraire, on va de le dire. Exactement. On va toujours essayer de trouver des solutions pour voir si c'est possible, comment c'est possible. Et lorsque c'est pas possible, Olivier, tu pourras peut-être en témoigner, mais avoir des accompagnements vraiment adaptés aux intermittents. Et tu disais que vous aviez des partenaires, est-ce que tu peux les citer Alors, il y a notamment la médecine du travail, donc Thalie Santé, ex-CMB. Alors, certains nous disent, on parle encore de CMB, donc c'est Thalie Santé. Tu vois CMB. Je me demandais tout à l'heure si j'avais vu la médecine du travail. CMB, ok, c'est bon. Je recevais plein de mails récemment, je me disais, mais c'est qui? Pourquoi ils me harcèlent ces gens? Mais en fait, c'est parce que je connais. C'est la médecine du travail. Alors, souvent, on voit la médecine du travail comme un peu une sanction. Si j'ai pas mon attestation, je pourrais pas continuer à travailler. En fait, il faut savoir qu'il y a au sein de Thalie Santé une cellule de maintien en emploi avec une équipe pluridisciplinaire, un ergonome, une psychologue du travail, une infirmière, une assistante sociale, un médecin qui est spécialisé dans l'accompagnement des intermittents qui ont des problèmes de santé. Et Loman, et toi aussi, vous parlez de ces difficultés auditives. Là, au moins, les médecins sont spécialisés sur ces sujets-là et peuvent ensuite vous orienter aussi vers des centres. Il y a par exemple le centre Falguière dans le 15e. Alors, c'est privé. J'y ai été. Oui, je t'en avais parlé, je me souviens. Où là, il y a vraiment une équipe qui est spécialisée sur ces sujets-là et pour vraiment une prise en compte en lien avec les métiers. En effet, un trouble auditif, des acouphènes, c'est affreux pour tout le monde. Je pense que c'est d'autant plus affreux quand l'oreille, c'est son outil de travail, quand on est technicien son, quand on est musicien, quand on a un G-son, etc., etc. Donc la médecine du travail, c'est vraiment un partenaire clé et très important. Il y a une ergonome qui peut faire des études de poste. Bon, là, pour des troubles auditifs, c'est pas forcément pertinent, mais
Je pense notamment à un chargé de production qu'on a accompagné qui avait des gros troubles visuels. À cause de ces troubles visuels, il prenait une mauvaise position sur son poste de travail. Donc elle a été, alors en plus c'était pendant le Covid, donc elle a été à son domicile. Il y a une étude de poste qui a été faite. Donc il y a eu des préconisations pour un bureau adapté, un siège adapté. Donc nous ensuite on a aidé aussi pour avoir les financements pour avoir accès à ces aménagements de poste. Donc c'est vraiment un accompagnement global qu'on propose. C'est à toutes les étapes de la carrière et en lien avec un réseau de partenaires. Et alors, moi j'ai entendu parler de, je sais pas du tout si c'est des partenaires, j'ai entendu parler d'Agisson et d'Irker. Qui fait quoi C'est un peu flou pour moi aujourd'hui encore. Alors Agisson, c'est une association c'est l'association qui est un peu connue au niveau de la prévention des troubles auditifs. Donc on intervient, nous, quand Agisson propose en fait des webinaires ou des actions de sensibilisation pour en effet présenter nous, nos accompagnements, ce qu'on fait. Et Earcare, c'est un prestataire qui réalise des ear monitors ou des bouchons moulés spécifiquement pour les professionnels aussi du secteur. Donc c'est pas nous des partenaires en tant que tels, mais c'est des structures avec lesquelles on interagit et on peut réorienter aussi en fonction des besoins de la personne. Et il y a une problématique que tu as soulevée qui est intéressante. En fait, tu disais que finalement, les partenaires avec lesquels vous travaillez, ils sont vraiment formés donc, au métier artistique. Et c'est vrai Loman en a parlé aussi dans son épisode. Il disait que finalement, il s'est heurté aussi à un personnel soignant qui était très anxiogène. Et en fait, donc non seulement il devait gérer son diagnostic, mais en plus, la peur que lui transmettait la médecin qu'il avait vue en disant « Oh là là, mais mon Dieu, vous êtes si jeune, vous allez devoir arrêter votre métier. » Pardon de rigoler. Mais... non, mais bien sûr. Donc c'est pour ça que cette question d'être formé pour spécifiquement des métiers artistiques, elle est hyper importante en fait. Oui, nous, tout l'environnement est bien au fait de tous ces sujets-là. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on connaît tous ces environnements-là, on va aussi aiguiller la personne à enclencher ou pas certaines démarches et à éviter aussi une perte de temps. Je pense plus là aux démarches un peu administratives, mais on accompagne aussi par rapport à tout ça. Alors, on en parlait tout à l'heure un peu avant l'enregistrement du podcast, mais il y a une reconnaissance qui s'appelle la maladie professionnelle. Qui est très compliqué à avoir pour les intermittents, donc qui est quand même un dossier assez conséquent. Donc quand on fait déjà un dossier MDPH avec pas mal de documents à récupérer, à aller chercher, si en plus on se lance dans une autre démarche et nous on a quand même plus ou moins l'impression que ça ne va pas aboutir, ou alors ça va aboutir mais il va falloir aller voir tel spécialiste, demander tel ou tel document. Ça aiguille en fait quand même pas mal les professionnels sur aussi les démarches et surtout la pertinence d'enclencher certaines démarches. Et de ne pas rentrer dans des usines à gaz qui vont encore mettre de l'angoisse dans l'angoisse. Puis en plus, c'est du temps. Fait, moi. Oui. Enfin, c'est du on passe de l'errance médicale à la folie administrative. On se prend des noms, en fait non, des murs. Et au bout d'un moment, tu as juste envie de dire, allez, on abandonne tout. Next. Avec ma greffe, je me souviens l'avoir un petit peu vécu et je vous avais appelé d'ailleurs. Et je pense que vous êtes les seuls à avoir pris le temps de me répondre et d'essayer de trouver des réponses parce que malheureusement, dans le cas de la greffe, c'est pas si simple. Tu sais pas quand ça va tomber, tu sais pas combien de temps ça dure, donc tu sais même pas quelle aide tu dois solliciter, etc. Mais je me souviens que ça m'avait déjà beaucoup apaisé de connaître les ressources, d'avoir de l'info. C'est hyper rassurant déjà. Quelqu'un qui te répond avec un peu de connaissance du truc et que tu sais qu'il va un peu t'aiguiller. Exactement. Quand tu es dans ce genre de situation de ta vie, c'est déjà un grand truc. Ça fait la différence. Et c'est d'autant plus rassurant qu'en fait, vous, artistes, vous êtes obligés de faire ces recherches tout seul. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti des épisodes qu'on a enregistrés. De diguer... C'est une seul dans son coin. Et j'ai l'impression que peut-être que tous les artistes n'ont pas aussi les moyens matériels et financiers de mener ces recherches. Alors c'est pour ça, c'est parce que l'artiste et le technicien, c'est tous les métiers de l'intermittence, c'est une autogestion. Quand il y a des difficultés qui arrivent, en général, on ne sait pas comment s'adresser. Donc c'est quand même pour ça que la mission handicap a été mise en place. Je rebondis, Thérèse, sur ce que tu as dit par rapport aussi aux difficultés financières qui peuvent arriver du fait de problèmes de santé. Je vais moins pouvoir travailler, je vais refuser des contrats. Potentiellement, je ne vais pas pouvoir renouveler mes heures pour mon intermittence. On a aussi à Audience, c'est pas très connu, un service d'action sociale qui peut intervenir de façon exceptionnelle en cas de difficultés financières. Et on a vraiment une attention particulière pour les professionnels qui ont des difficultés financières du fait de problématiques de santé. Et là, c'est des dossiers qui sont présentés en commission de façon anonyme et qui peuvent aider à gérer des difficultés financières.
Et vous avez aussi une vision globale partout en France ? Ah oui, bien sûr. Parce que Loman a soulevé aussi cette question. C'est vrai que lui, il est parisien. Il a fait une vidéo pour parler de ses problèmes auditifs, renvoyé vers un centre, lui, qu'il avait consulté, le Cefon. Derrière, il a eu plein de messages des gens qui n'habitaient pas forcément Paris. Il ne savait pas vraiment vers où, vers quel organisme les aiguiller. Il y a des gros déserts médicaux, en fait, en France. Ah, mais c'est la folie. Ouais. En tout cas, moi, je connais pas. Mais pour ce qui est des problèmes auditifs, j'ai parlé de ça. Pareil, j'ai reçu des messages, j'étais en contact avec des gens, mais même j'avais une amie en Belgique qui me disait, en fait, mon ORL m'a dit que c'était psychologique. Donc, elle a un acouphène. Et moi, quand j'ai eu le problème, je savais même pas qu'elle avait ça. Non, mais Olive, j'ai un acouphène depuis 15 ans. C'est dans la tête et tout. Je dis, mais comment ça? C'est mon ORL qui m'a dit ça. Ouais. Okay. Il y a une forte méconnaissance, même dans le secteur médical. Voilà. C'est clair. Donc, c'est vrai que si on n'a pas ce truc, cette démarche d'aller, je vais aller chercher sur Internet des infos, fouiner, tiens, je rencontre quelqu'un qui m'amène là et tout, on va vite se dire, on va écouter le premier truc qu'on nous a dit, c'est mort, il n'y a rien à faire. Alors pour répondre c'est dangereux. Pour répondre à ta question, ce qu'on propose, ce sont des dispositifs nationaux. Donc on peut intervenir, on peut accompagner sur toutes les régions. Après, les déserts médicaux, ça, c'est une réalité. Mais nous, en tout cas, les accompagnements, bien sûr, c'est toute la France. Tout le territoire. Et effectivement, il y a du coup ces inégalités territoriales. Et puis aussi, il y a des gens qui ont, au-delà de ça, même s'ils ont l'info, monter à Paris, prendre des billets de train, un hôtel, etc., ça a un coût et tout le monde ne peut pas se permettre ça, quoi. D'autant plus que parfois, ils peuvent le faire et on les conseille mal. Enfin, tu t'arrives chez un médecin qui soit te dit que c'est dans ta tête, ou alors on te conseille de faire des bouchons moulés, mais en fait, je sais pas, à moins 2 dB, à moins 5 dB, c'est pas ce qu'il te faut. Ça correspond soit pas à la pathologie, ou alors ça protège pas suffisamment, c'est assez compliqué quand même. Ouais, puis comme tu disais, c'est quelqu'un qui a pas les moyens, il fait un essai, 2 essais, puis il fait comment après, il lâche l'affaire. Bien sûr. Et alors que c'est juste, peut-être il a été mal conseillé, du coup il a pas trouvé une solution, même s'il n'y a pas toujours des solutions à 100%, mais au moins de pouvoir vivre avec et tout ça. Après, c'est vrai, un médecin, il faut le voir. Nous, les accompagnements administratifs, on peut même le faire à distance. C'est-à-dire que le dossier de la MDPH, on l'envoie à la personne, on le dit, vous remplissez ce que vous arrivez à remplir, et puis la suite, on le fera ensemble. On reprend un rendez-vous téléphonique, et voilà. Et on le complète. Et Dieu sait qu'il y a tellement d'artistes qui ont des phobies administratives. Il n'y a pas que les artistes. C'est une majorité des artistes, je crois, pour la phobie administrative. Oui, moi, je suis pas artiste, et pourtant, ma déclaration d'impôt, je la fais au dernier moment. Mais tu l'as fait, au moins tu l'as fait. C'est clair, tu l'as fait. Et donc, on peut ajouter quand même, ce qu'on parlait de ça, Sarah, au-delà de tout ça, les dossiers administratifs, c'est Sarah qui m'a un jour envoyé un email, où tu m'as appelé, je crois, et tu m'as dit, Olivier, on a justement un dispositif présenté sous forme de séminaire, en fait, avec des coachs spécialisés en reconversion, et où le public, en tout cas, qui était là, c'était que des intermittents. Donc, soit des gens qui avaient eu des accidents aussi, comme moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a la même chose que moi, ou juste des intermittents qui avaient envie de se reconvertir. Et en fait, ça a duré 1 semaine, je crois. C'est plusieurs jours étalés. Plusieurs jours étalés sur une période comme ça, plus du taf chez soi et tout. Et moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé au booking, en fait, quoi. Voilà. Et c'est via le fonds de professionnalisation? Non. Alors, c'est un autre dispositif, c'est un séminaire PACT, un séminaire d'aide au retour à l'emploi, qui est pour des ex-permanents ou quelques intermittents, quand il y a eu des problématiques de santé. On a revu un petit peu les cibles de ces séminaires. Donc les séminaires d'aide au retour à l'emploi, c'est vraiment pour aider à structurer le projet en collectif. L'autre dispositif, c'est le fonds de professionnalisation, où là, c'est spécifique pour les artistes et les techniciens du spectacle. Il faut justifier de 5 ans d'indemnisation sur les 10 dernières années. Et là, c'est un accompagnement en individuel, alors pas spécifique pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Alors quand il y a des problèmes de santé, il y a un accompagnement plus soutenu qui est mis en place. Donc ça permet une mise en relation avec un consultant, donc spécialisé dans le secteur pour les professionnels qui restent dans le secteur, ou avec un cabinet plus généraliste pour un professionnel qui serait sur un projet de reconversion. Donc on peut voir que ça peut être une reconversion dans le secteur, on passe de DJ artiste à booker, ou vraiment des reconversions dans un tout autre secteur d'activité. Et à l'issue de l'accompagnement, en fonction du projet, il y a des aides financières qui peuvent être mises en place. Alors, c'est pas n'importe quel type d'aide, il y a des aides qui ont été prédéfinies
On est financé par le ministère de la Culture. D'accord. Et ça peut être, par exemple, pour un artiste, des aides au niveau des supports de communication. D'ailleurs, tu les as pas mis en place. Mais c'est vrai. On en parle en off. Il reste ça à mettre en place. Petit rappel à l'ordre, l'air de rien. Voilà, donc ça peut être un site internet, ça peut être une captation pour un musicien. Il y a une aide aussi à l'acquisition de logiciels professionnels, à la réparation d'instruments. Donc voilà, c'est vraiment des aides qui ont été pensées pour les professionnels du secteur de la culture. Génial. D'ailleurs, c'est drôle la façon dont les différentes personnes malades ont de rebondir face à ces problèmes auditifs. Enfin, Loman, il avait adapté, dans l'épisode précédent, on l'a vu, sa façon de composer. Toi, tu as décidé plutôt de changer de métier, même si tu es resté dans le secteur. Ouais. Comment émotionnellement ça s'est traduit aussi et psychologiquement? Parce que faire une formation, c'est une chose. Après, comment tu acceptes de passer de DJ à booker? Ok. Alors, gros dossier. En fait, dans l'ordre chronologique, comme je disais un peu tout à l'heure, moi, le premier truc, c'était genre ma santé, ma vie. Bon, parce que pendant 1 an, j'ai pas accepté que j'allais vivre avec ça. Ouais. Et ça me semblait impossible. Ouais. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'est ok, j'arrive un peu à vivre avec. Mais à ce moment-là, je pensais pas encore au boulot, quoi. Bon, après, j'ai eu une espèce de chance dans cette malchance, c'est que c'était tombé en plein après le Covid et il y avait l'année blanche. Ah oui. Parce que sans ça, j'étais mort. Sans l'année blanche, j'étais mort. Donc là, j'avais encore mon indemnisation et j'ai dit ok, vas-y. Quand j'ai commencé à sortir de toutes ces consultations incessantes, de retourner voir un ORL, un truc, un marabout, un machin, tu vois, continuer à espérer la guérison. Je crois qu'il y a au bout d'1 an et quelques, je crois que dans ma tête, il y a eu un ok, tu l'as, tu vas vivre avec. Et à partir de là, l'acceptation s'est mise en place. Et donc moi, dans un premier temps, j'ai dit ok, je vais déjà ressortir, voir des gens, aller marcher au bord de la mer, des trucs simples, hein. Vivre, juste vivre. Parce que pendant 1 an, c'était l'enfer. Donc ça, c'était le premier truc. Et après, en effet, s'est mis en place la conscientisation, je pense, du hey mec, en fait, t'as 40 piges, tu fais ça depuis que t'as 13 ans, t'as jamais rien fait d'autre. Ils avaient pas tort quand ils disaient ah ouais, en plus t'es musicien et tout. Donc moi, je l'ai vraiment conscientisé après, une fois que ça a été mieux. Donc là, je me suis pris un peu la panique. Et dans un premier temps, j'étais parti sur toutes les pistes, sauf le monde de la musique. Vraiment, je me suis dit ok, une réflexion existentielle, on va dire. Je me suis dit t'arrives à la quarantaine, t'as fait de la musique toute ta vie, j'ai commencé très jeune, c'est peut-être l'occasion d'aller explorer autre chose. Et puis finalement, pendant ce séminaire, en discutant avec les coachs et tout, il y a quand même eu cette idée qui est venue de se dire, c'est un peu dommage, 25 ans de carrière, ne rien en faire du tout. Voilà. Et donc il y a eu cette idée de booking et tout, sans rentrer dans les détails. Et comment je le vis maintenant, comment je l'ai vécu, en fait, je le vis plutôt bien. Alors, dans mon cas, je pense parce que j'ai eu pas mal de... moi, j'étais spécialisé de scratch, j'ai fait beaucoup de compètes, j'ai gagné des titres. C'est-à-dire, j'ai eu des buts un peu atteints dans ma carrière. Des récompenses. Voilà. J'ai pas eu... j'ai fait 25 ans, j'ai fait quasiment 1000 concerts en tout, je crois. Ça va. Ouais, tu vois, j'avais de quoi, en fait, ne pas avoir trop de regrets. De frustration. Des fois, ça m'arrive, ça me pique un peu. Tu vois, des fois, quand j'envoie des artistes en concert, il y a des fois où j'ai mon cerveau qui switch. Attends, c'était ma vie, ça. Qu'est-ce que je fous à faire des feuilles de route, prendre des billets de train, des fichiers Excel, des tableurs Excel à la rallonge et à prendre des marges. Tu vois, non mais vraiment. Mais au final, je le vis bien. En tout cas, moi, perso, psychologiquement, ça va. Puis je suis toujours dans le truc, en fait. Du coup, j'accompagne les artistes. Donc, vraiment, ça va. Moi, ce qui a été dur psychologiquement, ça a été d'accepter ça. D'accepter la transition pro, en tout cas dans mon cas. C'est ok. Tu m'as dit aussi récemment, je l'ai appris quand on a préparé le podcast, tu enseignes aussi maintenant. Je suis booker, mais j'ai été aussi intervenant dans un centre de formation DJ pendant 1 an. Donc, ce qui me permettait aussi de pratiquer et d'être dans la transmission. Donc en fait, j'ai pas tout perdu, tu vois. Là, j'ai levé le pied un petit peu sur la formation parce que j'ai besoin de plus de temps pour le booking, ce qui est une bonne chose. Mais j'interviens toujours en gestion de carrière, ça commence à fonctionner. Mais je suis toujours en lien. Voilà, donc j'ai de quoi un peu me nourrir quand même encore artistiquement. Et dans ton activité de booker, quels aménagements peut-être tu mets en place pour accompagner les artistes avec lesquels tu collabores ? Alors, aménagement pour
moi ou pour eux? Bon, Les deux, ouais, je crois que ça se nourrit, ouais. Alors, en tout cas, vu eux, que tu es plus sensible à ces problèmes auditifs, j'imagine que derrière, tu dois faire de la je les saoule tous un peu, Voilà. je leur en parle tous. Alors après... Tu les daronises. ouais, après j'ai quand même des limites parce que j'en parle, j'en ai qui se protègent, c'est pas la majorité. Alors que les artistes devraient tous se protéger? Tous. Pour moi, oui. Alors, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, j'étais formateur dans un centre de formation DJ MAO, et quand je suis arrivé à la rentrée de l'année dernière, on va dire que la moyenne d'âge était entre 20 et 28. Un public, beaucoup de vingtenaires quand même, jeune public, et ils avaient tous leur bouchon moulé. Je parle pas de boule caisse qu'on achetait à la pharmacie. Sur mesure, du coup. Du sur mesure. Ok. Parce que ça venait aussi d'un travail de pédagogie du directeur de formation qui disait, bon écoutez, t'es un DJ, tu vas être exposé à des 100 décibels, 105, 110, vous devez vous protéger en fait. C'est pas une option. C'est si tu te protèges pas, tu vas te dégrader. Oui. Donc ça à l'école, oui. Par contre, dans mon roster d'artistes avec qui je collabore, c'est plus compliqué. Donc moi, j'avertis. Mais après, j'ai pas envie justement de daroniser, comme tu disais. Donc il y en a des fois qui j'insiste un peu. Mais il y en a, ils m'ont dit, ouais, j'ai fait des moins 5 dB. Je suis là, bon, ok, tu vas faire quoi avec moins 5 dB? Mais j'essaye comme je peux d'en parler, tu vois. Intéressant. Tu dis que ces artistes-là, sont plus jeunes. Tu constates du coup un truc générationnel dans le comportement vis-à-vis de la protection? Je pense. Ouais. Même dans le milieu de la musique en général, j'ai l'impression qu'il y a quand même des changements. De toute façon, même dans la société en général, la Gen Z, on va dire. Ils sont vachement plus sensibilisés à tous les trucs d'inclusion, la parité homme-femme. Tout ce qui est... Moi, de ma génération, j'ai commencé en 95. Ça n'existait pas, ces trucs-là, tu vois. On n'en parlait pas. Et je trouve même la jeune génération sur le sujet des addictions, on en a parlé aussi, la consommation d'alcool. Avant un concert, après un concert, etc. Tout ça, il y a vraiment une prise en compte. Et ce que tu disais aussi, je trouve ça très important que le sujet de la prévention soit abordé dès la formation. Parce que c'est ancré auprès des personnes. Et ce qui est intéressant aussi, ce que disait Loman et ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que la dégradation de l'oreille, c'est pas forcément un choc auditif. Parce que ça, le choc auditif, potentiellement, on peut se dire, bon, je pourrais, quand je sais que... Oui, je pourrais passer au travers. Et puis, si vraiment je sais que là, le concert, ça va être très fort, je vais me protéger. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que la dégradation de l'oreille, comme tu l'as dit, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, si on se protège qu'une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va être efficace. Donc, c'est de la prévention sur du long terme. Donc, que ce soit vraiment... Je sais, des fois, j'ai... Toujours, ça va, toujours. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit mis en place dès la formation initiale et aussi en remettre une couche dans la formation continue. Et à votre avis, pourquoi c'est difficile à intégrer pour certains, certaines? Franchement, Alors, moi, je suis un auto-cobaye dans mon introspection sur le truc, et je suis un bon exemple parce que je suis de la génération, j'ai commencé en 95, je suis né en 82. Moi-même, avant, j'ai connu des gens qui avaient ce que j'ai maintenant. Donc, je peux pas faire le mec genre, j'ai connu des gens qui avaient ça, et pour autant, je prenais pas ça, je le conscientisais pas comme un risque. C'est bizarre, hein. Ouais. Ça n'arrivera pas à moi. Ouais, on se dit ça, ou je sais pas, ça rentre par là, ça sort par là en fait. Ou le gars il nous fait un peu flipper, il dit vas-y, c'est glauque lui son truc. Tu vois? Oui, un peu tabou, t'occulte. Tabou. Ouais. Vraiment. Il y a ça, et puis il y a aussi l'idée que si je suis musicien pendant 20 ans, forcément à un moment je vais avoir des problèmes aux oreilles, ou je suis régisseur, j'ai porté des charges pendant je sais pas combien de temps, forcément je vais avoir le dos flingué. Mais non, ça n'est pas une fatalité. Une espèce de fatalisme aussi. Oui, pas une fatalité quand on travaille dans un secteur d'avoir des pathologies de ce type-là, en fait. C'est assez dur à identifier. Mais il y avait un truc que disait Loman qui est vrai, parce que c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec Sarah, parce que moi je suis aussi artiste ambassadeur avec Agisson quand ils font de la prévention. Donc je fais des webinaires avec eux. Agisson, tu peux rappeler ce que c'est? Agisson, c'est l'association qui est chargée par l'État de faire de la prévention sur les problèmes auditifs en France. Donc ils sont sur toutes sortes de salons, festivals. Voilà, ils font des webinaires, des conférences, des actions avec des gens sur les réseaux sociaux des fois. Voilà, c'est l'asso qui est la plus présente sur ce secteur-là. Et qu'il y a ce côté avec la prévention où le truc, on va employer des termes qui a l'air chiant, genre
vas-y, c'est le truc avec des dépliants, tu sais, comme un truc de la police, genre attention, mettez votre gilet jaune. Tu vois, ça fait un peu ça. J'ai l'impression qu'on a un peu ce truc-là. Un truc rabat-joie, non? Voilà. Ouais. Et on en parlait avec les gens d'Agisson. Comment rendre le truc? Alors, on va pas rendre le truc sexy, parce que c'est de la prévention. Ouais. Mais si, le soin, c'est sexy. Mais comment rendre le truc? Peut-être, on peut le rendre sexy, alors peut-être. Mais C'est ce comment qu'on essaye rendre de le faire truc? ici, voyons. C'est ça. Et merci d'ailleurs. Je trouve très sexy. C'est comment rendre ce truc qui a l'air moins boring, tu vois, moins relou, genre, oh là là, vas-y, c'est ceux de la prévention. On va pas avoir la conférence, ça a l'air d'être chiant, tu vois. Pour peu qu'il y ait des médecins en plus dans la... Ouais, que des gens qui parlent comme ça. Non, mais bon. Et c'est une vraie question. Moi, j'ai pas la réponse, hein, mais c'est une vraie question qu'on se pose. En tout cas, je pense que les jeunes générations, étant plus sensibilisées à tous ces trucs de prévention, addiction, sexisme, etc., je les sens plus ouverts. Moi, je vois, on intervient souvent sur des tables rondes, sur des festivals. On était à Bourges avec Olivier ou au Mama, etc. La jeune génération, c'est pas du tout la même approche. Ouais. Il y a vraiment, Et la jeune génération. Quoi. Il donne plus d'espoir que la nôtre, enfin que la mienne en tout cas. Et c'est vrai que Loman disait aussi qu'il faisait attention aussi à pas tomber dans une forme de paranoïa ou d'hypervigilance en fait, qui peut être contre-productif aussi, c'est vrai. Il faut se protéger, mais c'est le truc clé, c'est ce que je disais tout à l'heure avec c'est dans ta tête, c'est du bruit, on te dit faut pas avoir peur du bruit, en même temps le bruit te fait peur. En fait, ton cerveau se met automatiquement en hypervigilance. Donc ça, c'est vraiment un des problématiques dans cette pathologie-là qui est délicate à gérer. Parce que, si tu commences à faire gaffe à tout, même après, tu peux amplifier. Hein. Ça, quand moi, je suis un des premiers à me battre contre... même ces gens du corps médical qui vont dire oui c'est psychologique ou machin. Moi je pars plutôt du postulat que on sait pas le soigner, donc on va partir sur du psychologie ou la respiration, comment ça s'appelle, la sophrologie pour aider. Mais je sais pas, moi j'ai une amie qui a la névralgie d'Arnold, on sait pas le soigner. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la névralgie qui te fait une sorte de douleur, ici t'as l'impression que t'as la tête qui se coupe en deux. C'est un truc horrible. La médecine n'a pas les clés de toutes les pathologies. On n'a pas encore tout découvert. Donc là-dessus, c'est pareil. Donc il renvoie vers les sophrologues. Donc évidemment, mais j'ai envie de dire n'importe quelle douleur. Demain, tu te casses le pied ou un truc, t'y penses toute la journée. Ta douleur, tu vas la ressentir à 8. Oui, bien sûr, bien sûr. S'il pense plus, tu t'amuses avec tes amis, tu la ressens à 4. La même chose dans les acouphènes et l'hyperacousie. C'est peut-être plus compliqué, c'est que tu as un bruit en permanence dans le cas des acouphènes, donc c'est gênant. Et puis voilà. Mais je veux dire, il faut pas oublier que c'est, à la base, physiologique. Ça peut être empiré par le psychologique, mais au même titre, je pense, que d'autres choses. Et il y a des gens, des fois, qui font un peu le... Tu vois, il y a une petite nuance qui a besoin d'être faite, je pense. Que, non, c'est purement psychologique. Évidemment, le psychologique peut aider. Bon, aujourd'hui, ma façon de vivre avec, c'est de ne plus y penser. Tu vois, et de moins en parler possible. Alors, quand c'est pour la prévention, c'est un plaisir d'en parler. Bien sûr. Mais voilà, je sais que même si je passe des heures et des heures à en parler une journée, évidemment, je vais plus le ressentir. Pour autant, c'est pas psychologique. Pour les gens qui n'ont pas du tout de pathologie encore, effectivement, je pense que c'est bien de se protéger de toute façon, mais sans le faire à outrance. Moi, j'ai entendu des étudiants et des étudiantes qui, maintenant, dès qu'ils sortent de chez eux, en fait, ils mettent des bouchons, ils essaient de s'isoler en max et tout, et de pas tomber dans ce truc, parce que sinon, effectivement, tu peux développer presque de l'hyperacousie. C'est possible. En te protégeant tout le temps. C'est possible parce que tu fais baisser ton seuil. Et le seuil de risque, il est à 85 dB, et il y a un rapport entre le seuil et la durée d'exposition. Et le seuil de douleur, il est à 120. 120 décibels... Là, c'est vraiment être à côté d'un énorme klaxon. Ça va, les gens, restez tranquilles. Par contre, ce qui est bien, comme habitude d'apprendre, c'est je vais en concert. Si je sais que je vais rester 3 heures, 4 heures en concert, on est à 105 décibels, le seuil il est à 85, je vais peut-être mettre mes bouchons. Des moins 15. Peut-être pas mettre des moins 30, mais des moins 15. Mais oui, en effet, il faut pas partir dans une parano du truc. Attention, le bruit peut me blesser. Oui, le bruit peut blesser. Mais l'oreille est quand même faite pour l'entendre. Voilà, et puis, c'est important de savoir, alors moi, c'est aussi en assistant à un certain nombre de conférences, c'est que quand on a été exposé à du bruit fort pendant un certain temps, on a besoin aussi d'un temps de récupération. Et si on ne le fait pas, et voilà, ça peut aussi créer des fragilités auprès et des rechutes. Absolument. Je voudrais rebondir sur cette histoire de repos, justement, parce que, en fait, je sais pas combien de temps, je sais pas si tu le sais ou pas, combien de temps il faut se reposer, mais parfois il y a des routines de tournée
qui sont... Enfin, c'est infernal, en fait. Tu joues parfois presque tous les jours ou tous les 2 jours. Entre-temps, t'es dans le train ça fatigue, mine de rien, parce que ça roule toute la journée. Ou dans l'avion, ça fait super mal aux oreilles aussi. Ça travaille la pression. Et même, peu importe les transports, en fait, ça te fatigue, donc t'es jamais vraiment au calme. Comment on fait ? Enfin, comment on alerte l'industrie sur ça, en fait ? Et d'ailleurs, juste pour rebondir à ce que dit Thérèse, Loman utilise même des mots forts et dit que l'industrie musicale est une machine à broyer l'humain, quand même. Ah, mais là, on parle pas que des oreilles. D'une manière générale, on pourrait être d'accord. Mais je pense que ça se réfléchit aussi avec tous les organisateurs et toute la chaîne, quoi. C'est-à-dire que on parlait de... Là, j'étais aussi au Mama, sur le sujet de la garde d'enfants, mais c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que y a plein de mamans, des chanteuses, il y a Ayel qui était intervenue sur cette table ronde. Et on cherche des solutions aussi. Comment je fais pour, quand j'ai une tournée à l'étranger ou même en France, pour éventuellement venir avec mes enfants. Donc, on trouve des solutions. Donc ça aussi, ça peut être aussi réfléchi en amont et se dire, peut-être qu'il n'y a pas des concerts tous les soirs et qu'on a besoin d'un temps aussi de repos, en fait. Et le fait que toute la chaîne doive s'investir, est-ce que ça pose pas aussi la question de la structuration ? Est-ce que finalement, un artiste émergent est aussi bien accompagné qu'un artiste mainstream ? Je prends souvent le cas d'Oshi, je l'ai cité aussi dans l'épisode de Loman. Elle a un ingénieur du son qui a reproduit la manière dont elle entend les fréquences pour gérer au mieux ses retours. Alors franchement, ce mec est incroyable. Plus ultra. Big up à cet ingénieur du son. Incroyable. On veut son nom. Voilà. Empathie plus. Ça, c'est un vrai accompagnement. Oui, mais maintenant qu'on sait que ça peut être fait, pourquoi pas que les artistes en parlent avec leur ingé son et puis dire moi j'ai ça, est-ce que c'est possible ou pas ? Et puis après, c'est possible ou c'est pas possible. Mais je pense que des expériences comme ça, c'est important d'en parler parce qu'après, c'est des choses peut-être qui peuvent être remises en place, en fait. Et prendre conscience que peut-être qu'au lieu de demander dans le rider, je sais pas, de l'alcool fort ou des trucs qui coûtent cher, finalement, est-ce qu'il faudrait pas investir dans un ingénieur retour qui vient te soigner tes oreilles ou juste un bon ingé son, un appareillage, parce qu'on parlait de Ears. Moi, je suis au Ears sur scène, mais en fait, la personne qui m'accompagne n'est pas artiste lead. Et en fait, ça coûte super cher. Ça coûte 1000 balles de faire des ears. Et en fait, toutes les prods n'investissent pas finalement dans tous les artistes qui sont sur scène. Bien sûr. Et moi, je pense que ça devrait être une priorité. Enfin, la santé des artistes, parce que si t'entends plus, de toute façon, tu peux plus jouer. Non. Quand c'est cassé, après, tu travailles plus. Ouais, c'est ça. Mais à qui incombe la responsabilité, du coup ? Je pense que ça devrait être général. Mais qui va être d'où va venir l'impulsion ? Alors nous, dans le cadre du Fonds de Pro, on a une aide sur les ear monitors, sous certaines conditions. Donc le ministère de la Culture a conscience quand même de certaines choses. Ça devrait incomber aussi à la responsabilité de l'employeur, mais comme l'intermittent, il a plusieurs employeurs, qui va prendre en charge ce sujet-là ? C'est un sujet. Ouais. Là, cette année, je suis commissaire à la SACEM aussi. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a des réflexions qui commencent à naître parce que justement des artistes l'ouvrent pour dire en fait nous on est malades, enfin on a des problèmes qui sont dus au travail ou pas au travail d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des maladies qui sont pas des maladies professionnelles. Et comment collectivement on réfléchit à un fonds qui pourrait aider les artistes à investir aussi dans leur propre santé si les organismes ne le font pas. Est-ce que l'intermittence qu'on touche est suffisante pour pouvoir faire notre travail de façon complète et de façon correcte ? Enfin voilà, j'ai pas la réponse non plus. Non, c'est des vraies questions. On est là pour poser des questions. Alors c'est vrai qu'il y a les dispositifs de droit commun, donc déjà mobiliser les dispositifs de droit commun. C'est quoi les dispositifs de droit ? Il y a par exemple la MDPH avec le statut de travail handicapé. Il y a qui permet ensuite d'avoir accès à toutes les aides de la GFIP, l'appareillage auditif, ou des aides pour aménager le poste de travail, etc. Et vraiment, pour les professionnels du secteur, quand il y a encore des frais, notamment liés à la santé, faire appel à notre service d'action sociale, en fait. Et pour que ce soit un enjeu de santé publique à l'endroit des artistes, est-ce que finalement, l'idée, ce serait pas aussi de les traiter comme des sportifs de haut niveau ? Chez un sportif de haut niveau, finalement, le soin est hyper important. Dès qu'il y a le moindre souci, il y a des kinés, il y a aussi un étirement avant une pratique sportive. Des nutritionnistes. Alors qu'en est-il des sportifs qui veulent prétendre à être au niveau en termes de carrière, qui sont en D2, D3, la question peut se poser, parce que ça va être pareil. En effet. Moi, je travaille pas avec des artistes qui sont des artistes majeurs, on va dire.
est-ce qu'ils ne bénéficient pas de ces équipes d'accompagnement? Est-ce qu'on n'est pas plus aux petits soins avec eux? Ce qui est normal, tout est une question économique. Quand on travaille avec des artistes en dev, personne n'a d'argent, ni les bookers, ni les artistes, tout le monde est un peu comme ça. C'est ça. Comment on fait? Ouais, c'est vrai que ça pose la question des subventions. Enfin, en tout cas, en France, moi, je me suis rendu compte petit à petit que finalement, les subventions qui sont attribuées aux différents secteurs ne sont pas nécessairement corrélées avec le nombre d'auditeuristes ou le chiffre d'affaires que ça peut générer. Par exemple, en France, dans le secteur de la musique classique, ils reçoivent beaucoup de subventions. J'ai rien contre la musique classique, que ce soit clair. Non, ils sont plus sensibilisés à... Exactement, il y a des posturologues, des kinés, etc., qui très tôt viennent, même dans les conservatoires, etc., alors que nous, en musique actuelle, on n'a rien, en fait. Ah ouais, ils font un vrai accompagnement. Alors mais même les profs de piano sont hyper sensibilisés à toutes ces questions de posture. Je savais pas ça. Moi, quand je faisais du piano au conservatoire, quand j'étais plus jeune, on m'a appris à me tenir sur mon instrument. Toutes les bonnes pratiques pour abîmer ton corps. Complètement. Ok, ouais. On a du boulot dans les musiques actuelles. Exactement, ouais. Mais du coup, il y a cette question de subvention, mais peut-être plus largement aussi juste une prise de conscience, en fait, parce qu'on a l'impression que les artistes font un métier passion, etc., c'est juste du plaisir, mais en fait, à un moment donné, vous êtes des sportifs. Enfin, la voix, c'est un muscle. Le corps, vous performez sur scène avec un corps, donc c'est un corps qui bouge. Ouais. Donc il faut l'entretenir, ce corps. Pareil. Oui, parce qu'il y a des... Enfin, moi, mon live, il est cardio. Enfin, genre, je danse, je saute dans tous les sens, je chante des chansons calmes. À des moments, je chante pas, je fais des solos de danse. Parfois, je grimpe sur des trucs. Enfin, je l'ai décidé, c'est de la performance. C'est de la perf, Bien sûr, ouais. Enfin bon, en tout cas... Voilà, c'est une piste. Non, très bien cette piste. Ça... On va réfléchir. Merci pour cette interview. Et on a une dernière question qu'on pose à nos invités, qui est... Vous avez vu que le petit symbole du logo, c'est un point d'interrogation avec un petit pansement. Et donc, on aimerait bien que vous nous donniez, à nous et aux auditeuristes qui nous écoutent, votre petit pansement à vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait du bien? Comment est-ce que vous prenez soin de vous quand ça va pas? Quels conseils vous pourriez donner finalement aux gens qui nous écoutent? Waouh, difficile cette question. Alors, je vais prendre mon cas avec mes problèmes à moi. Je pense que tout ce qui fait du bien, famille, amis, détente, ça c'est un bon pansement. Après, clairement, sinon moi, de manière pragmatique, c'est moins j'y pense, plus je m'occupe, mieux ça va. Merci. Voilà. Sarah? Moi aussi, je suis pas artiste, je peux répondre quand même. Ah oui. Ah bah ouais. Ce qui me fait du bien, et ben alors, il y a tout ce qui est culturel pour moi, justement, c'est aller voir les gens sur scène, que ce soit des musiciens, des comédiens, des circassiens. Et je crois que vraiment une vraie source de satisfaction, c'est de voir aussi des professionnels qui arrivent à rebondir suite à des accidents de carrière et qui arrivent à continuer leur activité et à s'épanouir aussi malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un beau message. Beau. Grand merci à vous de laisser la parole sur ce genre de sujet. C'est important, c'est vrai. Merci. Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio. Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger et au mixage, Adam Carpels. À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.